28 degrés à Cotonou, 33 ressenti. Mesdames et messieurs, bonjour, toutes nos excuses pour ce retard. Voici les titres de ce journal. Le comité directeur national de lutte contre le travail des enfants a tenu sa deuxième session ordinaire au titre de l'année en cours. La prévalidation du rapport décennal 2014-2024 sur le travail des enfants est le principal sujet de cette session dont les précisions sont à suivre dans ce journal. Suivez également dans ce journal un extrait de l'émission spéciale En route pour 2026 qui reçoit pour vous le député du bloc républicain Malik Seibou Gomina. Il y justifie le choix porté sur Romuald Wadain par les deux blocs de la mouvance. Et puis, Faustine Bata est la gagnante de la toute première voiture du jeu promotionnel dénommé Move Catch Plus. Ce jeu initié par l'opérateur GSM Move qui consiste à répondre à des questions via SMS. Plus de détails dans un instant. À nouveau, bonjour. La deuxième session ordinaire du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants au titre de l'année 2025 s'est ouverte ce mardi 23 septembre 2025. Parmi les 4 sujets débattus à ce rendez-vous qui a duré 2 jours, la prévalidation du rapport décennal 2014-2024 sur le travail des enfants qui retient particulièrement l'attention, c'est le ministère du Travail et de la Fonction publique qui a abrité ce rendez-vous. Les précisions avec Ingrid Day. Les membres du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants se retrouvent une fois encore pour faire le point des actions menées et peaufiner leur stratégie. Ceci pour mieux faire face à ce phénomène. 4 points seront débattus à cette deuxième session ordinaire au titre de l'année 2025. 1. Le point de la mise en œuvre des recommandations de la première session. 2. L'enrichissement et la prévalidation du rapport décennal 2014-2024 sur le travail des enfants au Bénin. 3. La proposition des activités à inscrire au plan de travail annuel du CDN pour le compte de l'année 2026. Et enfin 4. La synthèse des recommandations et l'adoption du rapport de la présente session. Aussi, profitons-nous de la présente occasion pour rappeler de tous nos voeux la réédition de la campagne Tolérance zéro au travail des enfants, cette grande activité tenue en 2024 qui a connu des résultats élogieux. 19,9%, tel est le taux de prévalence du travail des enfants enregistré de nos jours selon l'enquête mixte 2022. Il est donc impératif que cette session permette de renforcer la mise en œuvre des actions prioritaires en vue d'atteindre la cible 8.7 de l'Organisation internationale du travail qui engage les États à éliminer toutes les formes de travail des enfants d'ici 2030. Grâce au partenariat tripartite entre le gouvernement béninois, l'UNICEF et le Luxembourg, plus de 7500 enfants en situation de travail ont été identifiés à travers des missions de visite d'inspection intersectorielles de 2024 à 2025. Toutefois, le défi reste considérable car certains enfants retirés se retournent toujours dans le travail. Cette deuxième session ordinaire du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants illustre l'engagement du gouvernement béninois, des partenaires institutionnels et communautaires à éradiquer le travail des enfants au Bénin. Un compte rendu d'Ingrid Day présenté, comme vous l'avez constaté par Woliat Sanoussi. La charte illustrée des droits et devoirs des patients au Bénin est officiellement lancée par l'autorité de régulation du secteur de la santé ARES. Il s'agit d'un document original dont l'objectif est entre autres de renforcer la sécurité sanitaire, d'améliorer la relation entre patients et soignants et renforcer leur rôle dans leur prise en charge. L'initiative qui est le fruit d'un partenariat entre Amnesty International et le ministère de la Santé ainsi que l'ARS
marque une étape décisive dans la promotion des droits humains dans le secteur de la santé. On va retrouver Ouliat Sanoussi pour le compte-rendu de la cérémonie de lancement. J'ai foi, j'ai la conviction qu'entre vos mains, cette charte se retrouvera dans tous les établissements de santé du Bénin. La charte illustrée des droits et devoirs des patients est officiellement remise au ministre de la Santé par le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS. Son lancement marque une étape majeure dans le renforcement du système sanitaire béninois. Depuis 2016, le gouvernement a entrepris de profondes réformes dans le secteur. La présente charte qui en découle dorénavant s'inscrit dans la même dynamique. Elle clarifie et consacre les droits des patients tels que le droit à l'information, à des soins de qualité, à la dignité, à la confidentialité et à la continuité des soins. Elle précise également leurs devoirs, comme la fourniture d'informations exactes, le respect des prescriptions médicales et la contribution au bon fonctionnement des établissements de santé. La santé est un droit fondamental et indispensable à l'exercice des autres droits humains. C'est à juste titre que ce document, à la fois juridique, pédagogique et visuel, est élaboré par l'ARS en collaboration avec Amnesty International Bénin. Dans le système de santé, les patients sont au cœur du dispositif. L'illustration et la mise en langage simplifié de la charte vise à en faciliter l'appropriation par l'ensemble des citoyens. Elle constitue ainsi un outil de promotion de la culture des droits humains dans le domaine de la santé, mais aussi de renforcement de la qualité de la relation soignant-soigné. La prise en charge sanitaire ne consiste pas seulement à un acte médico-technique. Elle repose avant tout sur une relation de confiance. L'adoption de cette charte, qui n'est que l'expression de la mise en œuvre du dispositif pour la sécurité des patients, induit des engagements concrets pour chaque établissement de santé. À cette occasion, je voudrais inviter chacun de nous à faire vivre cette charte. Cette charte à vulgariser doit devenir la boussole dans la pratique quotidienne des soins, un contrat moral entre patients, professionnels de santé et institutions, a insisté le ministre de la Santé. Plusieurs témoignages ont été faits à l'occasion de ce lancement par des personnes présentes à la cérémonie. Je vous propose ici de suivre le témoignage d'une patiente, Clémence Agboton, au micro de Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero. Dans l'année 2023-2025, j'étais souffrante puis je me suis rendue dans un hôpital à Cotonou. Après avoir suivi les soins, il restait une partie de ma facture à solder dont je n'avais pas encore les moyens. Ils m'ont mis dans une salle où on était un peu nombreuses. Il y avait des mamans avec des enfants et nous ont mis 4 sur un lit d'une place. Il y avait un jour, ils nous ont privés de l'eau toute une journée. On n'a même pas la serre de sortir pour pouvoir prendre de l'air au dehors. Un jour, un monsieur était venu rendre visite à un malade. Il nous a vus dans ces conditions. Après son départ, il a fait appel à l'Amnesty. L'Amnesty est venue. Il a rencontré les responsables de l'hôpital et ils ont discuté. Après le départ de l'Amnesty, on a eu l'accès à l'eau. Et les conditions dans lesquelles on était resté, on n'était plus resté 4 sur le lit. Après ça, il y avait même des bébés parmi nous qui étaient restés pendant... Ils étaient là pendant 3 mois, depuis leur naissance. Après le départ de l'Amnesty, il y avait des gens qui étaient venus nous aider pour pouvoir solder nos factures. Vraiment, je suis très heureuse pour cette charte qui nous fait connaître nos droits et devoirs.
Pourquoi Romuald Wardagni pour la présidentielle de 2026? Pourquoi les blocs de la mouvance n'ont-elles pas pu dégager un candidat? Ce sont les préoccupations auxquelles répond le député Malik Seibou Gomina, membre du bloc républicain, sur le plateau de l'émission spéciale En route pour 2026, dont je vous invite ici à suivre un extrait. Oui. Entre ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour le pays. C'est le Bénin la seule constante. Tout le reste est fait de variables interchangeables à volonté. Imaginons que nous avions choisi un candidat au niveau du bloc républicain. Si nous étions parvenus, que fera l'UPR? Ils vont choisir le candidat. Oui, mais pourquoi vous voulez que nous puissions choisir les candidats alors que nous avons la possibilité de trouver quelqu'un qui est bon, qui peut poursuivre l'œuvre, qui est préparé à faire la relève? Parce que ce que nous voulons véritablement, ce n'est pas gérer le pays. Ce n'est pas ça. C'est amener le pays à continuer sa marche vers le progrès, comme nous l'avons vu les 10 dernières années ou les 9 dernières années avec le président Talon, qui a imprimé une dynamique, qui a amené les citoyens, certes, à se serrer la ceinture, mais aujourd'hui, le bout du tunnel est visible par tout le monde et c'est ce que nous voulons que ça se poursuive. Plutôt que ça soit une écume, nous voulons que ça soit le produit de quelque chose de profond qui se poursuive pour que la métamorphose du Bénin puisse se faire. Alors justement, à travers votre développement, il y a quand même quelque chose, un petit contraste. Allons vers la vice-présidence de la République, Mariam Chabi Talata, qui est membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Chez vous, vous n'avez pas daigné choisir un candidat qui soit un acteur politique, membre de votre formation politique, mais de l'autre côté, Mariam Talata, elle est membre de l'UPR. Il s'agit d'un duo, il ne s'agit pas d'un trio. Oui, donc nous avions à choisir, après la contradiction principale qui a été réglée à travers la personne de Romuald Wardagni, nous avions donc à désigner un colistier ou une colistière. Et donc, nous sommes parvenus à nous entendre autour de la personne de Mariam Talata. Il y a eu des candidats au niveau du bloc républicain, il y a eu des candidats au niveau de l'UPR. Elle n'était pas la seule qui prétendait à ce poste. Mais nous nous sommes entendus, nous sommes arrivés à un compromis autour de sa personne. Et donc c'est fini, on continue. Dès lors qu'un choix est fait, ce que chacun aurait préféré ne compte plus. C'est autour du choix que nous allons travailler pour pouvoir gagner les prochaines élections. L'intégralité de l'émission à suivre ce soir à 21h sur votre chaîne Canal 3 Bénin. Romain Koko Messeron, leader du mouvement politique Les Vrais Patriotes Africains du Bénin, est candidat à la présidentielle de 2026. Il a officiellement annoncé sa candidature ce mardi lors d'une rencontre ayant mobilisé une poignée de ses militants à Alada, compte rendu Hugues et Deron Pévi. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous annoncer que je suis candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin. La formule consacrée est libérée. La déclaration est solennelle et sans équivoque. Romain Koko Messeron s'avance résolument vers l'arène de la présidentielle de 2026. Une candidature que l'expert comptable, leader du mouvement Les Vrais Patriotes Africains du Bénin, fonde sur son patriotisme et son appréhension du service républicain. Mes chers compatriotes, ma candidature est avant tout l'expression sincère et spontanée d'une jeunesse béninoise consciente des enjeux actuels, animée par un patriotisme réel. Nous avons voulu, à travers cette initiative, donner corps à une volonté collective de servir notre pays en apportant notre contribution sous une nouvelle bannière pour poursuivre et améliorer les actions de développement entreprises par tous les chefs d'État qui ont servi notre patrie, le Bénin. Celui qui se proclame fils du pays, fort de ses racines multicolores, met également en relief le contexte politico-social national marqué de nombreux défis. Nous avons la pauvreté qui persiste, les inégalités qui blessent, le chômage des jeunes qui décourage, la corruption qui mine la confiance et l'insécurité qui menace notre cohésion, notre vivre ensemble. Conscient des enjeux de l'heure, Romain Koko Messeron dévoile face à ses militants et aux professionnels des médias quelques pans de son programme de société. Je suis candidat pour redonner espoir à notre jeunesse
qui ne doit plus avoir son avenir ailleurs que sur cette terre béninoise. Je suis candidat pour redonner force à nos paysans, à nos artisans, nos enseignants, nos soignants, qui sont les piliers silencieux de notre pays, le Bénin. Le mouvement Les Vrais Patriotes Africains du Bénin annonce l'organisation prochaine d'une conférence de presse au fin de livrer plus d'informations sur son candidat et ses ambitions politiques. Le chef de l'État, Patrice Talon, était ce mardi à Porto Novo où il a visité le chantier en construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. En compagnie donc du président de l'Assemblée nationale, l'objectif était de voir le niveau d'avancement des travaux de cet édifice qui incarne la modernisation des institutions et d'un Bénin tourné vers l'avenir. Emma Rodon. C'est une visite de chantier pleine d'exigences. Patrice Talon parcourt minutieusement les différentes composantes de la future Assemblée nationale. Accompagné du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et du ministre du Cadre de vie, Didier Tonato, le chef de l'État ne se contente pas d'un simple tour d'horizon. À chaque arrêt, il interroge les techniciens. Non, c'est de l'aluminium. Ça là? Oui, c'est de l'aluminium. C'est sûr, hein? Oh, ouais. Exige des précisions, relève les moindres détails et, lorsque nécessaire, prescrit des ajustements. Totalement. La durée, mais il faut le vitrifier. Il faut le vitrifier, voilà. Il doit le vitrifier. Il doit le vitrifier. Ah ouais, sinon il va jaunir comme ça. Ouais, vous avez raison. Ouais. C'est ça le problème du granito qu'on est sur place. Oui. C'est surtout blanc. Objectif, garantir que le bâtiment réponde aux plus hauts standards architecturaux, techniques et fonctionnels. Pour les responsables du projet, cette visite du chef de l'État est à la fois un signal d'encouragement et de rappel à l'excellence. Le futur siège de l'Assemblée nationale, érigé au cœur de Porto Novo, se veut en effet un symbole de démocratie et de prestige républicain. Faut-il le rappeler, les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale ont été lancés en avril 2021 et poursuivent leur cours vers la livraison de bâtiments dignes des institutions béninoises. Je l'annonçais en début d'édition, le réseau de téléphonie Move Africa Bénin récompense la fidélité de sa clientèle en faisant des heureux gagnants. Faustine Bata remporte la toute première voiture du jeu promotionnel dénommé Move Catch Plus. C'est un jeu qui permet aux abonnés de gagner différents lots en répondant à des questions via SMS. La cérémonie de remise de ce premier véhicule s'est déroulée mercredi 24 septembre 2025 dans le marché d'Antokpa. Florence Bossa pour le compte rendu. À bord de son désormais véhicule Stalecross 2024 de marque Toyota, son émotion est grande. Dame Faustine Bata ne s'en revient pas. Pour avoir tenté sa chance depuis son village d'Anglamin, un arrondissement de la commune de Grand Popo, la voilà aujourd'hui détentrice de cette voiture de luxe. Ceci grâce au jeu Move Cash Plus du réseau de téléphonie mobile Move Africa Bénin. Les agents de réseau téléphonie Move Africa passaient. Ils ont pris mon téléphone pour me souscrire au jeu. Ils m'ont demandé de chaque fois payer crédit 50 francs pour jouer au jeu. Donc chaque fois que j'achète crédit, mon garçon prend mon téléphone et joue le jeu. C'est comme ça un jour, j'ai été appelé par Move Africa qui me disait que j'ai gagné un véhicule. Au début, je n'avais pas cru, mais aujourd'hui, je crois. Je remercie très sincèrement Move
et j'invite tout le monde à jouer le jeu Move Cash Plus. Move Cash Plus est un jeu promotionnel de Move Bénin lancé le 21 juillet 2025. Il permet de gagner des lots variés en répondant à des questions SMS. Ce jeu est gratuit et accessible à toutes les couches. Plus de 650 gagnants sont déjà enregistrés. Dès lors que vous faites l'inscription vous faites la syntaxe étoile 172 dièse, vous êtes inscrit, vous avez la possibilité de jouer. Lorsque vous répondez, dès que vous souscrivez sur la syntaxe, vous allez sur la plateforme. Lorsque vous répondez aux différentes questions, lorsqu'il y a une réponse, une bonne réponse, vous gagnez 20 points. Lorsqu'il y a une réponse fausse, on vous donne quand même 5 points. Et dès lors, c'est le cumul de ces points qui vous permet aujourd'hui d'être tiré au sort. L'aventure Move Cash Plus se poursuit jusqu'au 17 novembre 2025. Des lots exceptionnels sont encore disponibles, comme 2 voitures Toyota Stanley Cross supplémentaires, 3 motos, 3 iPhone 16 et 3 voyages VIP pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. 23 septembre 2023, 23 septembre 2025, cela fait exactement 2 ans que s'est produit l'incendie de Sémékraké qui a fait des dizaines de morts dans le rang des vendeurs d'essence relatée communément appelés pailleurs. À l'occasion, le président national des vendeurs d'essence relatée a organisé une messe d'action de grâce pour le repos des âmes des défunts. La messe s'est déroulée le mercredi 23 septembre à la paroisse Saint-Michel de Kraké en présence des acteurs du secteur et autres invités. Ouliat Sanoussi pour les détails. Le 23 septembre 2023, un incendie ravageur fit des dizaines de victimes dans le rang des vendeurs d'essence frelatée à Sémékraké. 2 ans après ce drame, les membres de l'Association nationale des vendeurs d'essence frelatée se souviennent. Ils ont à l'occasion organisé une messe d'action de grâce le mercredi 23 septembre 2025 à la paroisse Saint-Michel de Kraké. Nous sommes ici aujourd'hui pour implorer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, de leur donner la paix pour qu'ils vivent en paix là-bas. Et nous demandons au Dieu Tout-Puissant de les accueillir dans sa maison. La messe dirigée par le Père célébrant est faite de prières, de louanges et d'adoration pour implorer Dieu pour le repos des âmes des filles et fils de Sémékraké décédés lors de cet incendie. Pour l'homélie, ce que moi j'aurais retenu, c'est d'avoir l'humilité, cultiver l'humilité et surtout la paix. Parce que ce monde, c'est Dieu qui nous a envoyés et il peut nous reprendre le souffle à tout moment. On dit le temps passe, mais la douleur persiste. Nous avons encore cette douleur qui subsiste au fond de nous. Et c'est pourquoi on est venu ce matin pour prier pour l'âme de ces défunts. C'est heureux que les forces de l'ordre et la population soient ensemble pour se souvenir de cet événement tragique qui a eu lieu ici. Et c'était beau. Occasion pour le président national des vendeurs d'essence frelatée de remercier le gouvernement pour toutes ses actions au profit du secteur et les autorités à divers niveaux qui ont pris part à cette célébration eucharistique. Nous profitons de cette occasion pour remercier les autorités douanières pour les nouvelles réformes qu'ils ont amenées pour limiter un peu ces drames-là. Ça fait bientôt 2 ou 3 mois, les autorités douanières ont amené les fuites. Ils ont dit que désormais, c'est dans les fuites qu'on va commencer par mettre de l'essence juste pour limiter un peu les dégâts. Et nous remercions également tous les acteurs et nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous garder et de nous protéger et d'amener beaucoup la paix dans le secteur. Les vendeurs d'essence frelatée et leur président ont également imploré Dieu pour que de tels drames ne se produisent plus dans leur rang. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.